Washington, Minneapolis, Los Angeles, New York ou Miami, malgré les couvre-feux, des manifestations se déroulent en ce moment dans des dizaines de villes des États-Unis. Les rassemblements sont parfois tendus contre les violences policières et le racisme après la mort de George Floyd. Donald Trump accuse l'extrême gauche d'être derrière les violences et veut classer la mouvance antifasciste dans la catégorie des organisations terroristes. On fera le point dans un instant avec nos envoyés spéciaux, notamment Pierrick Laurent à Los Angeles. Plus de 6 millions de cas de Covid-19 recensés dans le monde et la situation s'aggrave au Brésil. Plus de 500 000 cas, près de 30 000 décès et l'attitude du président Bolsonaro divise. Des affrontements ont éclaté à Sao Paulo entre partisans et adversaires du président de l'extrême droite. Ce dernier s'est encore fait remarquer ces dernières heures en prenant un bain de foule. Et puis ravagé par les conséquences de la pandémie de Covid-19 et la crise économique, le secteur aérien navigue à vue. L'Association internationale de l'aviation civile veut des mesures pour relancer l'activité et convaincre le public de reprendre l'avion. La tâche s'annonce bien difficile, on verra ça dans un instant avec Christophe Dansette. Bienvenue sur France 24. Des manifestations dans plus de 80 villes des États-Unis. Un couvre-feu décrété dans une quarantaine. Près d'une semaine après la mort de George Floyd, noir américain, violemment plaqué au sol par des policiers blancs à Minneapolis. L'indignation prend donc de l'ampleur dans le pays. Le policier mis en cause dans cette affaire comparaîtra devant un tribunal ces prochaines heures. Vous l'avez vu, parmi les secteurs où la situation est tendue, il y a la capitale fédérale. À Washington, malgré le couvre-feu, des manifestants sont rassemblés aux abords de la Maison-Blanche ou encore du Congrès. Des bâtiments du quartier sont en feu. La police tente de disperser la foule avec des gaz lacrymogènes. De l'autre côté du pays, la situation est identique. Des manifestations pacifiques qui dégénèrent. On va prendre tout de suite la direction de Los Angeles et notre correspondant Pierrick Laurent. Pierrick, bonjour. Vous avez assisté à des scènes de pillage et de violence, notamment dans la ville balnéaire huppée de Santa Monica. Oui, ce soir, je me trouve ici à Downtown, le centre-ville de Los Angeles, qui a été maintenant à peu près calmé par les forces de l'ordre. Enfin, tous les protestataires qui se trouvaient ici ce soir ont été évacués en dehors de ce périmètre autour de l'hôtel de ville de Los Angeles qui se trouve juste derrière moi. Et vous voyez, la garde nationale protège cette zone. Mais effectivement, tout au long de la journée, on a assisté à des scènes de pillage assez incroyables à Santa Monica. C'est cette ville qui fait presque partie de Los Angeles, qui est vraiment sur la côte, et en fait elle a été totalement prise d'assaut suite à une manifestation antiraciste par des bandes de jeunes qui s'en sont pris à tous les magasins, quasiment les uns après les autres. Des dizaines de magasins pillés, des jeunes qui envoient des pierres contre les vitrines, qui rentrent à l'intérieur, qui se servent et que l'on voit ressortir les bras chargés de vêtements, de chaussures de sport. C'était des scènes assez impressionnantes, d'autant plus que la police était effectivement très présente en très grand nombre, mais elle n'arrivait absolument pas à gérer ce flux de dizaines, de centaines de personnes qui passaient d'une rue à l'autre. On voyait un peu ce front de policiers contre protestataires et pilleurs surtout, en fait, bouger tout au long de la journée avec des scènes vraiment assez incroyables, assez inédites, comme Los Angeles n'en avait plus connu depuis les émeutes de 1992 qui sont encore dans tous les esprits. Pierrick, en parallèle, à Los Angeles, il y a aussi toujours, bien sûr, des manifestations pacifiques. Oui, et c'était le cas d'ailleurs ce soir ici à Downtown, donc dans le centre-ville. C'était une manifestation assez pacifique, mais qui a donc été dispersée totalement par les forces de l'ordre. Il y a eu aussi à Santa Monica, en parallèle finalement, juste 2 rues plus loin, là où se passaient tous les pièges, et bien 2 rues plus loin, on avait une situation beaucoup plus calme avec des manifestants qui s'asseyaient par terre, protestaient face à la police, mais de manière totalement pacifiste, qui disaient vraiment être là suite à la mort de George Floyd, pour protester contre ces violences policières avec un message vraiment de paix. On les voyait, ces manifestants, aller parler face à face avec les policiers, leur dire à la fois toute leur révolte face à ces violences policières, mais aussi leur dire mettez-vous de notre côté, vous les policiers, on attend de vous que vous changiez vraiment d'attitude. Et on voyait des dialogues, parfois les policiers répondant aux manifestants, leur disant que après tout ils n'étaient pas contre eux, qu'ils essayaient simplement de faire leur travail et que eux aussi avaient été choqués par cette mort.
Des scènes assez inédites donc qui se situaient encore une fois à quelques dizaines de mètres seulement des pillages qui avaient lieu dans tous ces magasins. Deux manifestations complètement différentes si l'on veut. Et ce qui était particulièrement surprenant pour nous journalistes, c'est que ceux qu'on a vu être arrêtés en fin de journée, menottés et emmenés dans des bus vers les prisons, eh bien c'était ces manifestants pacifistes qui finalement eux acceptaient de se rendre près de la police, étaient encerclés en fin de journée au moment où le couvre-feu est tombé vers 18h et assez accepté d'être menottés et d'être emmenés vers le commissariat au nom de leur croyance et de leur bataille contre les violences policières. Pierrick Legrand depuis Los Angeles pour France 24. Merci beaucoup Pierrick. À Minneapolis, là où tout a commencé après la mort de George Floyd, la situation est moins tendue que les jours précédents, avec là aussi des manifestations pacifiques. Il y a tout de même des tensions, à l'image notamment de ce camion-citerne qui a tenté de forcer son passage au milieu de manifestants tout à l'heure. Pris à partie par la foule, seul le chauffeur est blessé. On ne connaît pas les circonstances exactes de ces faits pour l'instant. Sur le plan politique, l'Amérique est divisée. Donald Trump n'utilise d'ailleurs pas un ton rassembleur. Au contraire, il fustige les groupes anarchistes et antifascistes. Le point depuis Minneapolis avec Mathieu Mabin. L'une des dernières déclarations qui n'est pas de nature à réconcilier la nation avec elle-même a consisté à classer les antifas comme organisation terroriste, ce qui va évidemment stimuler les quelques casseurs et qui aggrave la situation dans les grandes agglomérations du pays. Donald Trump fustige également les médias, ce qui désinhibe certains policiers au cours de ces séances de maintien de l'ordre qui sont désormais quotidiennes et qui s'étendent jusque tard dans la nuit. Comme en ce moment, je ne sais pas si vous l'entendez au-dessus de moi, mais des hélicoptères survolent la ville et dans mon dos, à quelques centaines de mètres, les manifestants essuient les tirs de grenades lacrymogènes. Et évidemment que le discours de Donald Trump, qui se voit régulièrement reprocher d'accentuer la division, la fragmentation de ce pays, la fragmentation communautaire notamment, évidemment que ce discours est de nature à tendre la situation générale partout dans ces agglomérations américaines. Et vous voyez les images en ce moment, partout dans ces agglomérations américaines où des émeutes ont démarré, des séances de pillage. N'oublions pas le fond du mouvement qui s'attaque à un problème endémique de l'Amérique. C'est la perception que le reste du pays a de cette communauté afro-américaine et de ses minorités en général. Autre manifestation tendue, celles qui ont agité le Brésil ces dernières heures et qui ont opposé partisans et adversaires du président Jair Bolsonaro et sa gestion du Covid-19. Plus d'un demi-million de Brésiliens ont pour l'instant contracté le coronavirus. Près de 30 000 en sont morts. Le chef d'État d'extrême droite minimise toujours la gravité de l'épidémie, s'oppose aux mesures de confinement. Il a d'ailleurs pris un nouveau bain de foule ce dimanche. Noémie Roche. À Sao Paulo, la situation vient de dégénérer entre manifestants anti-Bolsonaro et partisans du président. Malgré les barrages de la police, des heurts ont éclaté entre les deux camps. É assim, porque tudo inflamou quando passou senhor vestido de militar e gritando pró-Bolsonaro. No meio da multidão aqui que estava no ato democrático, pedindo a democracia, não a ditadura. E aí a polícia veio para cima e aí que eles montaram a barricada e veio andando para cima. Sur l'avenue Paulista, dans le centre-ville, 500 manifestants étaient venus protester contre ce qu'ils dénoncent comme le fascisme du gouvernement d'extrême droite de Jair Bolsonaro. Face à eux, des centaines de partisans du président venus le soutenir. En pleine pandémie de Covid-19, eux dénoncent un complot contre le président. Eu estou aqui defendendo a liberdade, liberdade de ir e vir, liberdade política de apoiar políticos de direita e contra o golpe institucional que o STF com o Congresso querem imputar nessa nação. Opposé aux mesures de confinement décidées par de nombreux gouverneurs dans le pays, le président ne cesse de braver les règles de distanciation physique. Comme ici à Brasilia, où Jair Bolsonaro s'est offert un nouveau bain de foule. Une attitude que beaucoup perçoivent comme une provocation, alors que dans le pays le plus touché d'Amérique latine, le Covid-19 a tué plus de 29 000 personnes.
sur le continent africain. Le pays le plus touché par le Covid-19 retrouve un semblant de normalité ce lundi. En Afrique du Sud, les écoles et les églises rouvrent leurs portes. La plupart des secteurs d'activité reprennent, notamment face à la menace d'une récession historique et d'une grave crise sociale et alimentaire. Dans le pays, l'Afrique du Sud compte plus de 30 000 cas et 650 morts. Malgré la pandémie et plus de 6 millions de personnes contaminées, êtes-vous prêt à reprendre l'avion ? Le secteur est très affecté par le Covid-19. Les vols internationaux sont très peu nombreux. Pourtant, de plus en plus de pays comptent faire redécoller les avions de leurs aéroports dans le courant du mois de juin. L'Association internationale de l'aviation civile publie aujourd'hui un catalogue de mesures, sorte de charte pour relancer l'activité, avec le but bien sûr de convaincre le public de voyager. Christophe Dansette. Parmi les mesures qui devraient être approuvées aujourd'hui par plusieurs États, dont la France, est publiée par l'Association internationale de l'aviation civile, le port du masque obligatoire dans les aéroports et dans les avions, une prise de température au départ et à l'arrivée, pour certaines destinations, un certificat de bonne santé, c'est-à-dire finalement un test négatif au Covid-19 pourra être exigé à bord des appareils. Les déplacements seront limités au strict minimum, au strict nécessaire des appareils, qui seront d'ailleurs systématiquement désinfectés avant et après chaque trajet. L'objectif évidemment de l'Association internationale de l'aviation civile, c'est de permettre aux compagnies aériennes de remplir leurs avions sans avoir à systématiquement neutraliser un siège sur deux comme cela avait été envisagé au départ, ce qui n'aurait pas été viable pour des compagnies aériennes qui, vous le savez, ont déjà subi cette crise du coronavirus de plein fouet, avec des pertes qui devraient avoisiner, voire dépasser les 300 milliards d'euros, ce qui est absolument gigantesque. Certaines d'entre elles ne survivent finalement que grâce aux aides des États. C'est le cas aux États-Unis pour American Airlines, en Allemagne pour Lufthansa, ou encore ici en France pour Air France, des compagnies qui pour beaucoup sont amenées à supprimer des milliers d'emplois. American Airlines prévoit de supprimer 30% de ses effectifs. C'est un exemple. Hier soir, dimanche, Emirates Airlines a également fait des annonces dans ce sens, et le trafic ne devrait pas revenir à la normale avant 2 ou 3 ans selon les prévisions de l'IATA. À la fin de l'année, le trafic ne devrait atteindre que la moitié de celui de la fin de l'année dernière, selon les prévisions de l'Association internationale de l'aviation civile. Voilà, et puis en bref, à noter également ces nouvelles tensions au Burkina Faso durant le week-end. Au moins 2 attaques ont été recensées samedi, l'une dans l'est où des hommes armés ont ouvert le feu dans un marché au bétail de Compiègne-Biga, l'autre dans le nord où un convoi humanitaire a été la cible de tirs. Les bilans varient selon les sources pour ces 2 attaques, entre 35 et 50 morts, des attaques de plus en plus fréquentes au Burkina Faso, régulièrement menées par des groupes djihadistes de la région. Et puis avant de refermer ce journal, le décès ce dimanche de l'artiste Christo à l'âge de 84 ans. Il formait avec sa femme Jeanne-Claude un célèbre couple de plasticiens. Ils ont notamment créé ensemble des réalisations monumentales, vous le voyez, de l'empaquetage du Pont Neuf à Paris, celui du Reichstag à Berlin. Christo devait notamment emballer l'Arc de Triomphe parisien cette année, performance reportée à septembre 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Fin de ce journal. On se retrouve dans un quart d'heure pour une nouvelle édition sur France 24. D'ici là, vous pouvez continuer à suivre l'actualité en direct sur notre site internet france24.com. À tout à l'heure.